L'épidémie de Covid frappant actuellement notre civilisation a vu naître de nombreuses théories concernant des moyens potentiels de la traiter, de la combattre et de s'en préserver. Certains, comme les gestes barrières, ont prouvé leur véracité et d'autres, quelque peu farfelus, cherchent encore à faire leurs preuves. On se souvient de la théorie disant que les fumeurs sont moins propices à attraper la Covid-19 que les non-fumeurs. Cependant, les chercheurs ont poursuivi leurs études prenant en compte cette épidémie et ont cherché à comprendre pourquoi la maladie affectait de différentes manières les individus. Parmi les réponses données est souvent revenu les gènes légués par l'homme de Néandertal. En effet, les gènes néandertaliens présents dans notre génome semblent être la réponse à nombreux de nos maux, ou en tout cas c'est ce qu'on peut lire régulièrement dans la presse. De ce fait, depuis maintenant plus d'un an, nous pouvons voir en grands titres dans des journaux comme Le Monde ou des journaux comme Pour la Science des titres comme Des gènes hérités de Néandertal favorisent-ils les cas graves du Covid-19 ? Mais depuis quelques mois, certains journaux laissent entendre que les Néandertaliens présents dans nos gènes nous protégeraient en tout cas des formes graves. C'est ce que suppose le journal Le Devoir à travers son article « Un legs de Néandertal qui protège ». À travers cette courte vidéo, nous allons essayer de retracer l'histoire de ces gènes néandertaliens présents chez Sapiens, essayer de comprendre leurs effets aujourd'hui, le but étant à la fin de montrer ou non l'influence de Néandertal pour les malades graves de la Covid-19. Rappelons tout d'abord ce qu'il s'est passé il y a plus de 175 000 ans lors de la première sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Nos ancêtres arrivent alors au Moyen-Orient et découvrent leurs cousins les Homo neanderthalensis déjà présents sur tout le continent européen. Après cette rencontre, la population de Sapiens a fortement grandi, permettant une colonisation de l'Asie, de l'Europe et des Amériques, tandis qu'en parallèle, la population néandertalienne décroît puis s'éteint il y a environ 30 000 ans. Les fossiles ne nous présentant que ces éléments, les chercheurs se sont posés de grandes questions sur l'extinction de Néandertal et de ses relations générales avec Sapiens. Puis en 2009, l'équipe de la Max Planck Institute de Leipzig arrive à synthétiser pour la première fois le génome de l'homme de Néandertal et le compare au génome humain actuel. C'est à partir de ces travaux qu'ils ont réussi à montrer une correspondance entre les deux espèces au niveau de différents gènes. La théorie de l'hybridation entre les deux espèces ne fait pas tout de suite l'unanimité au sein de la communauté scientifique et c'est ce que présentent Silvana Condemi et Anna De Giovanni dans leur article de 2009 qui est présent dans la bibliographie. Mais les progrès technologiques ne cessant de se développer, les connaissances sur le génome de l'homme de Néandertal se précisent et aujourd'hui, la théorie de l'hybridation entre les deux espèces est non seulement la théorie la plus probable concernant la présence de ces gènes dans notre génome, mais aussi la plus acceptée. En effet, dans son livre Néandertal, mon frère, Silvana Condemi affirme que le croisement entre les deux espèces a eu lieu, bien que la preuve fossile reste compliquée à exploiter. Mais si cette hybridation a bel et bien eu lieu, comment se fait-il que nous n'en trouvions qu'une fine trace dans notre génome actuel, et pourquoi ces gènes-là ont réussi à survivre en nous et pas les autres ? Cette partie traitera de ces deux questions. Nous savons que Néandertal et Sapiens se sont intercroisés, et ce, depuis qu'il a été possible pour des scientifiques de séquencer l'ADN nucléaire de Néandertal. En effet, l'ADN mitochondrial ayant été séquencé avant, les analyses faites dessus ont toutes montré qu'il n'y avait aucune similitude ou présence de Néandertal dans notre ADN mitochondrial d'homme moderne. Cela s'explique par une théorie très validée par les scientifiques dans le domaine. Ils expliquent que la reproduction entre une femme sapiens et un homme néandertalien était possible car nous en retrouvons des traces dans notre génome. En revanche, l'inverse ne l'était pas. Une femme néandertalienne ne pouvait pas se reproduire avec un homme sapiens. Pourquoi cette différence ? La question reste encore en suspens, bien qu'une équipe de l'université d'Aix-Marseille ait essayé d'y répondre. Selon leurs travaux, une explication à cette impossibilité à se reproduire vient des rhésus présents dans nos groupes sanguins. En effet, comme la médecine actuelle l'a prouvé, lorsqu'une femme ayant un rhésus négatif se reproduit avec un homme de rhésus positif, le petit peut présenter les deux rhésus. Si le rhésus est négatif, il n'y a pas de problème, mais si celui-ci est positif, les globules rouges de l'enfant à naître sont considérés comme étrangers pour l'organisme de la mère, et donc la grossesse devient un risque. Les soins médicaux de l'époque n'étant pas ceux d'aujourd'hui, on comprend qu'une grossesse à risque non prise en charge mène très souvent à une fausse couche. Il s'agirait ici d'une théorie expliquant l'absence de Néandertal dans notre ADN mitochondrial et d'une potentielle explication au déclin de la population néandertalienne. Lors de la reproduction entre deux individus féconds au niveau de l'ADN nucléaire, il y a la possibilité de donner naissance à un individu. Le génome de cet individu est composé à 50% des gènes transmis par la mère et à 50% des gènes transmis par le père. Lors de la reproduction entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens, un tel mélange a eu lieu, donnant des petits contenant les deux patrimoines génétiques. Au cours des reproductions futures de la lignée, les gènes seront transmis de la même manière, créant de nouveaux génomes uniques. Si le petit d'Homo sapiens et Homo neanderthalensis et ses descendants ne se reproduisent qu'avec des individus du genre Homo sapiens, le pourcentage de gènes ayant appartenu à l'homme de Néandertal va décroître jusqu'à ne devenir qu'une infime partie visible de notre génome, en théorie. En pratique, comme nous pouvons l'observer dans notre génome, des traces de Néandertal subsistent de manière assez stable. Et donc, comment expliquer ce phénomène ?
En génétique, on appelle ce phénomène l'introgression adaptative. L'introgression est un phénomène génétique consistant à incorporer des éléments génétiques dans une espèce qui n'étaient pas présents auparavant. Lors du croisement entre Néandertal et Sapiens, la présence des gènes néandertaliens dans la descendance de Sapiens relève de l'introgression. Ce phénomène permet à une espèce arrivant dans un nouvel environnement de s'adapter rapidement et de survivre. En effet, les mécanismes d'évolution darwiniens tels que la sélection naturelle sont des processus beaucoup trop longs. L'avantage d'appliquer une introgression à une espèce lui permet de s'adapter plus vite. On rajoute le terme adaptatif derrière introgression lorsque celle-ci est favorable à l'adaptation et à la survie des individus en bénéficiant. Un autre effet corrélé à celui-ci est celui de la sélection purificatrice. Cet effet a permis de supprimer les gènes néandertaliens ayant des effets délétères acquis lors du croisement entre les deux espèces. La reproduction entre Néandertal et Sapiens à l'époque a donc apporté un avantage adaptatif aux descendants de ces croisements, d'où le fait que ces gènes soient encore présents dans notre génome aujourd'hui. Nous avons la certitude actuellement d'un croisement entre les Néandertaliens et Sapiens lors de leur cohabitation en Asie et en Europe. Cela a donné environ 1,5 à 4% du génome actuel d'un Européen et environ 6% du génome d'un Mélanésien. Comme nous l'avons vu avec le principe de l'introgression adaptative, la variable favorisant le plus le partage de certains gènes est la soumission à certains pathogènes. Ainsi, on peut aujourd'hui observer de nombreux avantages à notre système immunitaire de ces croisements qui ont sûrement permis à notre espèce de survivre. Parmi les effets positifs de ces croisements entre les hommes archaïques et les hommes modernes, on peut citer le gène EPAS1 situé sur le chromosome 2, responsable de la bonne adaptation des peuples mélanésiens à l'altitude. Ce gène est manifestement hérité de notre cousin l'homme de Denisova, découvert dans la grotte de Denisova grâce à la génétique en 2010. Il semblerait aussi que Néandertal soit la cause d'une modification de l'expression de la kératine chez Sapiens, entraînant un éclaircissement de la peau, mais ce phénomène semble plus être le fruit d'une convergence adaptative que réellement de la reproduction entre les deux espèces. Enfin, les pathogènes étant le meilleur activateur de l'adaptation, on retrouve de nombreuses traces de Néandertal dans notre génome actuel au niveau des gènes codant pour le système immunitaire. Parmi ces gènes, on peut citer le gène BNC2 sur le chromosome 9 et le gène POU2F3 sur le chromosome 11, responsable de notre système tégumentaire. Le système tégumentaire est une architecture complexe qui recouvre les muscles sous-jacents par l'intermédiaire d'un tissu adipeux nommé hypoderme. Le gène BNC2 code pour la pigmentation de l'épiderme et nous serait donc hérité de l'homme de Néandertal. Le gène POU2F3 est un facteur de transcription homéobox exprimé dans l'épiderme et qui joue un rôle dans la prolifération et la différenciation des kératinocytes. Les kératinocytes sont des cellules constituant à 90% la couche superficielle de la peau et les phanères, donc tout ce qui est ongles, cheveux, poils, plumes, écailles. Le deuxième gène, c'est le gène CRISP présent sur le chromosome 6. Ce gène s'exprime au niveau de la région des antigènes des leucocytes. Les antigènes des leucocytes humains sont des molécules à la surface des cellules qui permettent l'identification par le système immunitaire. L'analyse de ces gènes permet entre autres aujourd'hui de calculer la probabilité de rejet lors d'une greffe. Enfin, une protéine qui modifie le gène TNPO3 présent sur le chromosome 17 a un effet sur le phénotype auto-immune. Cette mutation semblerait protéger les porteurs de certaines maladies auto-immunes comme le VIH-1 selon certains chercheurs en médecine. Ces quelques exemples d'expression de gènes néandertaliens prouvent l'efficacité et l'importance de leur présence dans notre génome. On peut alors dire qu'ils ont été gardés par introgression adaptative et que la pression exercée par les pathogènes prouve un avantage marqué pour les individus porteurs de ces gènes. Que peut-on alors dire de l'influence des gènes néandertaliens à l'expression des symptômes de la Covid-19 ? C'est à cette question qu'a essayé de répondre une équipe de la Max Planck Institute de Leipzig dirigée par Svante Pääbo. Leur étude semble montrer une participation d'un gène néandertalien situé sur le chromosome 3, participant au développement des symptômes graves de la Covid-19. Ils expliquent cependant qu'on ne peut pas savoir de la manière dont va s'exprimer ce gène et s'il s'agit d'un effet négatif concernant uniquement la Covid-19 ou les autres coronavirus et autres pathogènes. Cette même équipe a récemment montré qu'un autre gène présent sur le chromosome 12 en protégerait. En effet, le 2 mars 2021, Hugo Zerberg et Svante Pääbo ont sorti un nouvel article affirmant que les individus porteurs des gènes néandertaliens OAS1, OAS2 et OAS3, présents sur le chromosome 12, seraient protégés des formes graves de la Covid. Le rôle de Néandertal dans cette situation serait donc de nous protéger. Tous les auteurs ne sont pas d'accord sur le sujet. Nous pouvons l'observer à travers les articles de presse cités précédemment, mais aussi avec les articles scientifiques comme celui de Roxane Nelson, présent dans la bibliographie. Dans cet article, l'autrice nous explique qu'il n'y a pas de certitude à avoir concernant l'implication des gènes néandertaliens dans la réponse immunitaire des hommes actuels à l'infection de la Covid-19. Elle explique que la Covid-19 n'ayant jamais pu infecter les hommes de Néandertal à l'époque, il est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas avoir de réponse immunitaire à celle-ci.
On peut alors en conclure que bien que certains gènes néandertaliens survivent dans notre génome et s'expriment à travers notre phénotype, il est impossible actuellement d'affirmer une participation positive ou négative à l'expression des symptômes dans les cas d'une infection à la Covid-19.